Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau mini LDR un petit peu spécial. Bon, le sujet n'a rien à voir avec Noël, mais le décor par contre... En commençant mes recherches pour trouver de nouvelles idées de vidéos, je suis tombé sur une histoire, ou du moins des histoires, encore plus fascinantes peut-être que les sujets que je pensais trouver. Et oui, on trouve parfois plus de formes dans l'ombre que dans la lumière. Ici, je cherchais un artiste, un groupe, une icône à décortiquer sous un angle qui me paraîtrait être le plus pertinent. En somme, comme à l'accoutumée. Mais petit à petit, ce sont des photos intrigantes, une vie inspirante, une carrière audacieuse ainsi qu'une vision novatrice et indépendante qui ont attiré ma curiosité. C'est l'histoire de quelqu'un qui a vu le sex, drugs and rock'n'roll de ses propres yeux, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est l'histoire d'une grande femme qui, sans aucune difficulté à se transmuer en petite souris pour infiltrer littéralement l'intimité des icônes rockiennes, nous a livré un point de vue neuf, mais surtout proche de ses sujets. C'est l'histoire d'une jeune New-Yorkaise qui, par un concours de circonstances, s'est retrouvée être l'amie, voire même la confidente de nombreuses stars à travers les décennies. C'est aussi l'histoire d'une journaliste qui a mené une sorte de croisade contre MTV et Madonna, qui sont pour elle la ligne de rupture entre le succès emporté par l'idée et le talent, et celui porté par la construction, la fabrication superficielle d'une image. Je suis très heureux de cette découverte, car je pense qu'aujourd'hui, dans le feu de l'action qu'embrase notre société, on a tendance à oublier beaucoup de bases, comme le fait par exemple que la majorité d'entre nous n'a rien inventé. Réinventer, transformer, adapter, certes, mais de temps en temps, une leçon d'humilité est de mise. Et il est d'importance capitale de connaître ses ancêtres, non pas de sang mais de passion, afin de mieux comprendre notre activité. Et aujourd'hui, c'est moi qui passe à la casserole. For the shelf, well, I replay the moments and years of our lives while I'm praying and hoping we will always be. Lisa Robinson naît et grandit à Manhattan. On ne sait pas grand-chose sur son enfance, comme sa date de naissance, ses potentiels frères et sœurs. Mais on connaît néanmoins l'amour de ses parents pour la musique. C'était ce genre de famille dont la radio et la platine tournaient toute la journée. La vie suit son cours et la jeune lycéenne new-yorkaise ne peut s'empêcher de faire le mur pour aller voir Thelonious Monk, Little Richards, Miles Davis, John Coltrane et toutes les autres légendes du jazz, de la soul, du blues qui passent dans ces clubs mythiques de la grosse pomme. The first music that really excited me was jazz. I was a kid living in New York who snuck out of my house at the age of 12 to go see Thelonious Monk at the Five Spot, or Miles Davis, or John Coltrane, or Sonny Rollins. Comment lui en vouloir? New York dans les 60s, c'est une effervescence qui ne retombe jamais. Imaginez une balade de nuit, sur les trottoirs de ce labyrinthe bien rangé, où des rues, des quartiers, des villages entiers sont consacrés au divertissement nocturne. Chaque club incarnant si bien ce qu'il est, que le choix se fait uniquement sur le pavé, de l'écoute de ce qui semble provenir de l'intérieur, à l'imagerie de sa façade. Malgré cette gentille malice, elle ressort tout de même diplômée du Bronx High School of Science, et quelques années plus tard, de l'université de Syracuse. En ce même temps, en 1969, Lisa fréquente Richard, un jeune homme ambitieux qui bosse la nuit à la radio et écrit de temps en temps des colonnes musicales dans plusieurs papiers spécialisés. Petit à petit, Richard encourage son amoureuse Lisa à écrire.
Il lui délègue des articles, des critiques, et même si elle commence un peu gênée, peu légitime à son goût, elle développe un réel talent, et ses petites chroniques vont l'emmener très loin. Et en effet, à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Richard est davantage occupé par une nouvelle activité, plutôt orientée vers la production. Et quelle activité, hein, il aura son impact dans la signature de David Bowie, Lou Reed et les Kinks. Rien que ça. Mais Lisa n'en est pas pour autant délaissée. Elle reçoit de plus en plus de coups de fil pour des opportunités en or. On trouvera ces mots dans Cream, Rock Video, le New York Post et le New Musical Express. Elle excelle sur le papier, certes, mais aussi sur les planches. Elle part notamment suivre les Rolling Stones et Led Zeppelin en tournée afin de documenter leur façon de vivre et d'être, leur créativité, bref, leur carrière et leur véritable intimité. On assiste alors à un véritable power couple qui écume les 70s dans l'ombre des coulisses et des colonnes journalistiques. Alors que la majorité d'entre nous n'a jamais entendu parler de ce nom, ce dernier représente aujourd'hui 50 ans de journalisme. 50 ans à interviewer les plus grands, à les suivre dans leur intimité absolue, armé d'un œil observateur, critique, minutieux, alerte aux détails. Des longues heures passées à déshabiller psychologiquement Mick Jagger, à des amitiés fortes avec Beyoncé, Kanye West, Lady Gaga, en passant par le questionnement d'un jeune Michael Jackson au sein de sa famille, Lisa Robinson est une légende. En 2018, Richard Robinson décède après 50 ans de vie commune avec sa femme. Aujourd'hui, et ce depuis 1999, Lisa Robinson écrit toujours pour Vanity Fair. On peut y trouver ses articles sur le site, ils sont majoritairement gratuits. Bon, déjà, de mon côté, la leçon d'humilité est acquise. Le métier de journaliste musical, aussi appelé rock critique, existe depuis longtemps. En France, on pense tout de suite à Philippe Manœuvre, qui, je pense, mérite sa propre vidéo. Mais alors, on est en droit de se demander, à quoi servent-ils ? Certes, comme tous les journalistes, ils nous donnent de l'information, des choses qu'on n'aurait pas pu savoir en écoutant un album purement et simplement. Mais c'est un petit peu plus profond que ça. Tout simplement, Lisa Robinson est une ouvrière de l'art tout aussi importante que ceux qui sont dans la lumière. Elle nous permet de comprendre ce fameux lien entre l'artiste et son art, ce qui fait que seul lui ou elle a pu forger une œuvre. Et vous le savez si vous me connaissez ou si vous connaissez la chaîne, je suis obsédé par les alter ego, les personnages, cette fine limite entre un artiste et sa persona. Lisa Robinson a côtoyé les deux. Les artistes et leurs alter ego lui ont confié des heures de confidence, de témoignages, voire même de secrets. Mais alors, comment cette jeune New-Yorkaise a-t-elle fait pour percer le monde vaste et brumeux qu'est le music business ? Et comment s'est-elle démarquée des autres ? Tout d'abord, le premier point pour comprendre le mode opératoire de Lisa est le fait qu'elle n'est pas une critique. Et elle y met un point d'honneur. I never wrote criticism because when I started out, you know who the people were who were writing criticism. Most of them were boys, most of them took themselves very, very seriously. And I thought music was supposed to be about fun, and it's an emotional thing. I never really saw the point of reviewing it, frankly. I was much more interested in the people. Et en plus de ça, le journalisme n'était même pas une vocation. The thing is, I didn't want to be a journalist. I didn't plan on being a journalist. It wasn't like I lusted after a journalism career. I fell into it thanks to Richard, and things just happened. As you know, during the 70s, it was a time when things could just happen. And again, to quote Keith Richards, the whole career was a lucky accident. Richard turned a column over to me, and I didn't think I could write it, and he said, you can talk, so you can write. D'ailleurs, quand on pense au terme de rock critique ou de critique musicale aujourd'hui, on imagine plus simplement quelqu'un de mélomane qui aime écrire et faire découvrir aux autres ses pépites, ou alors donner des arguments subjectifs ou objectifs sur un album, un groupe. Mais honnêtement, c'est plus dur que ça, surtout dans les années 70.
Comme Lisa l'explique, ces critiques reconnus n'étaient pas du tout tendres avec les artistes. Ils prenaient les sorties musicales très au sérieux et surtout passaient la plupart de leur temps à critiquer au sens littéral le jeu des musiciens, la construction des morceaux, l'esthétique des groupes. En fait, c'était vraiment premier degré. Lisa prend pour exemple Exile on Main Street des Stones qui, en 72, s'est fait allumer par la critique. Le mix était mauvais, les voix inutiles et le talent questionnable. Bref, les rock critics les plus techniques s'étaient empressés de jeter le disque à la poubelle. Aujourd'hui, il est considéré par presque tous comme un chef-d'œuvre. Pour certains, c'est même le meilleur album des Stones. La mise en perspective, la prise de recul, le retravail du mix ont fait de ce 33 tours un excellent album. Mais un critique ne devrait-il pas être capable de voir le potentiel d'un tel disque ? Ne devrait-il pas prendre du recul quant à une proposition artistique, peut-être déconcertante à la première écoute ? Bref, vous avez compris mon point. Lisa n'est pas du tout dans ce jeu-là. Presque, les titres ne l'intéressent pas vraiment, mais ceux qui les ont conçus. Like I would talk to Mick Jagger about his sex life. I would talk to Robert Plant or John Lennon about the musicians they didn't get along with. I wasn't that interested in analyzing their lyrics, and I didn't judge their music, and I think that was a big relief for them. So talking to those guys opened the door for me to then be able to pretty much talk to anybody I wanted to. Mais attention, ce n'est pas non plus une groupie. Un des nombreux talents de Lisa est de discuter complètement normalement, simplement, de tout et n'importe quoi avec n'importe qui. Donc, le small talk avec les personnalités les plus connues de la planète ne lui pose aucun problème. I wasn't intimidated by any of these musicians. You know, people were always asking me, aren't you nervous when you met Mick Jagger? No. My first meeting with Mick was backstage at an Eric Clapton concert, and I told him his shoes looked really tacky. And I think he was so taken aback that somebody actually talked to him like that we just established that kind of a rapport, and I was always like that with people. I just talked to them the way I would talk to normal people. Do you think Mick Jagger's shoes have improved? No. Et ça, quand tu es une célébrité habituée aux lèche-bottes qui pèsent constamment leurs mots quand ils t'adressent la parole, ou aux groupies qui n'hésitent pas à agripper ta veste et à te crier dessus, eh ben on peut supposer que ça fait du bien. De plus, quand elle suit les Rolling Stones ou Led Zeppelin en tournée, elle se place vite comme la tati du groupe, bien qu'elle ait quasiment le même âge qu'eux. Contrairement à ce que j'ai pu moi aussi penser en voyant toutes ces photos, elle n'est absolument pas dans le game des backstage girls, ou filles des coulisses, qui sont connues dans le milieu pour tenter de charmer les rockstars. On peut citer Lori Mattix, peut-être la plus connue d'entre elles. On fera une vidéo sur ces groupies, mais ce qu'il faut savoir, c'est que durant les 60s et 70s, beaucoup rêvaient de cette vie luxueuse de rockstar. Ces derniers étaient considérés par beaucoup comme des dieux. Certaines filles, souvent jeunes, faisaient tout pour au moins traîner avec les musiciens, au mieux voyager avec eux dans leur jet et leur tourbus. Cela incluait parfois, si ce n'est souvent, des relations sexuelles et amoureuses déséquilibrées, et même parfois immorales et illégales. Ça fait partie de ce brouillard obscur dont je vous parle souvent, qui planait sur le music business dans les 60s et 70s. Mais on en reparlera sûrement un jour. Dans tous les cas, Lisa Robinson, elle n'est pas du tout là-dedans. En effet, dans ce microcosme d'excès qu'étaient ses tournées rock'n'roll, Lisa ne buvait pas, ou un peu de champagne de temps en temps, ne se droguait pas et était simplement amoureuse de son mari, si bien que le charme malin de Jagger ne lui faisait aucun effet. I just wasn't part of that. I never took drugs. I never slept with musicians. People may have thought I did. Oh, why is she around all these guys? You know, because I was one of the few at the time who was female, who was traveling with male rock bands. I was married to a guy who was so much cuter than any of them, and we were newly married, and I adored him, and he was smarter than any of them, and there wasn't even a temptation. I mean, it just wasn't part of my life. I think I just chatted with them about things they wanted to talk about. They were relieved to not have a critic in the room analyzing their lyrics, let's put it that way. It was a much more personable kind of conversation.
Les rockstars, qui s'étaient habitués à sa présence comme étant une femme indépendante et intègre, pouvaient se poser avec elle à n'importe quel moment de la journée pour partager une conversation. Cette dernière pouvant porter sur la météo ou bien leur plus gros trauma. I kind of skipped it in a way because I knew I wasn't there to sleep with them. I wasn't taking drugs with them. So in many ways I was on a different tour and not participating in the sort of hedonistic part of it. I felt we were all in it together. We loved the music. I got the trust, I think, of those guys, and I wrote about their likes, their interests, their passions, and so forth. I wasn't a reviewer, I wasn't a critic, and so people trusted me, and I was able to then get to a lot of other people. Et ça, c'est certainement le plus important, hein. La confiance qu'elle impose entre elle et les artistes est certainement sa plus grande force. Les stars s'installant avec Lisa dans le but de faire une énième interview finissaient souvent par baisser leur garde, décontenancés par la simplicité de la rencontre et le recul de Lisa sur leur stature. Cela a donc donné de belles et parfois émouvantes interviews de célébrités de la musique. Mais la différence avec les autres se situe dans le fait que certaines de ces stars se sont tellement prises d'affection pour Lisa qu'elles lui ont révélé des anecdotes honnêtes, voire carrément intimes. Elle aimait parler, et on aimait lui parler. En somme, elle ne demandait rien à personne et ne devait rien à personne. Donc, si l'interviewé ne voulait pas que Lisa écrive ce qu'il ou elle allait lui partager, pas de souci. Lisa explique que la plupart du temps, les discussions les plus intimes n'ont terminé nulle part, si ce n'est dans sa tête. Et quand les célébrités étaient d'accord pour rendre publiques certaines histoires, elles étaient sûres que ces dernières seraient parfaitement retranscrites. Let me take that back a little bit. I don't think I asked them about their sex life. I think I would talk to them about their personal life in a very friendly, chatty, gossipy kind of way. It wasn't probing. It wasn't intrusive. I respected their private life. I mean, one of the reasons that I think I got trusted to be around these guys, and anybody for that matter, is if somebody told me something was off the record, it was off the record. And I kept it off the record, and they knew that. Even though some of these people are dead, I mean, John Lennon told me stuff off the record that to this day I have not written about. Jay-Z's told me things off the record that I won't write about because I respect people's private lives. And I worked for places where they had fact checkers. And a lot of people don't have fact checkers anymore or copy editors. And yeah, people make up stuff and they just put shit online and on Instagram and whatever they feel like. And of course I would never ever do that. I mean, I find that shocking. En effet, cette journaliste n'a qu'une parole. Un signe de confiance plus que rare dans ce milieu. On note aussi le fait que Lisa n'a jamais été dans le jugement quant à tous les déboires qu'elle a vus pendant sa carrière. I wasn't really there to judge. You know, these guys did what they did because they could. It was a different time. It also was pre-AIDS. They were screwing around. There were a lot of girls around. And, you know, that was part of that scene. It was the sex, drugs, and rock and roll. I did not participate in either the sex or the drugs. So I really was there for the music. And I never saw anybody being abused. I never saw anything really creepy. I'm sure it went on. I mean, I was with Van Halen when their road managers would go in the audience and pull girls backstage to meet David Lee Roth. I thought that was gross, but, you know, I wasn't really judging this, and I wasn't writing about it. That's not why I was there, so. Pour finir, voici un petit florilège d'anecdotes racontées par Lisa sur des grandes célébrités qu'elle a rencontrées tout au long de sa carrière. Mais gardez bien à l'esprit que tout ceci n'est qu'un minuscule échantillon de tous ses travaux.
Lisa, elle a écrit des bouquins que vous pouvez vous procurer. Par contre, il me semble qu'il n'y a pas de traduction en français, donc il faut soit avoir beaucoup de patience et faire de la traduction, soit s'en sortir un minimum avec l'anglais. Mick Jagger, par exemple, était assez difficile d'accès. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans les 70s et même plus tard et encore aujourd'hui, les journalistes rock n'étaient pas du tout doux avec les groupes. Du moins, ils étaient très tatillons, exigeants et critiques. En même temps, c'est leur métier. Mais en ayant vu le travail de Lisa sur Led Zepp, il a décidé de l'emmener en tournée, comme conseillère de presse, puis comme amie. Ils discutaient ensemble des autres groupes, des journalistes, bref, une relation de confiance. Keith Richards, tout le monde le sait, a vécu une vie en dents de scie. Dans les 70s, la drogue le ravage, à tel point qu'aucun journaliste ne sait comment l'approcher. Lisa a été patiente et a fini par avoir quelques mots, mais elle explique que c'est plus tard, à partir de 79, que Keith s'est calmé, et que c'est à ce moment-là qu'elle a découvert un garçon gentil, intelligent, drôle et amical. Keith Richards, again, I know I keep coming back to him, but he's so special, as you know. When Keith really kind of sobered up, or was when he wasn't really stoned at the end of the 70s, and I got to talk to him at length many, many times, he was just brilliant, funny, smart, lucid, clever, honest. The thing about Keith was he just was honest. And most people, when you're doing an interview, they're not that honest. On découvre aussi des choses plus intimes, comme le rapport à l'âge. Mick Jagger, ce sex symbole androgyne, beau garçon et sexy des 60s, a vite considéré le temps comme un ennemi sans aucun respect pour la beauté. Ça a été plus difficile pour lui que pour Keith, qui lui, n'a jamais vraiment parlé d'âge. Ces exemples étant Howlin' Wolf ou Muddy Waters, qui avaient la cinquantaine quand ils ont pondu les grandes influences des Stones. C'est tout bête, mais concernant les Rolling Stones, son témoignage, que je ne fais que grossièrement résumer ici, nous aide à décrypter la carrière de ce mastodonte du rock, comprendre les personnalités qui se cachent derrière ces albums légendaires, savoir leurs différents états d'esprit dans les différentes ères qu'ils ont traversées, font que nous pouvons plus facilement identifier les périodes que nous préférons chez les artistes, et surtout, pourquoi. Lou Reed est aussi un personnage on ne peut plus complexe, dont les états d'âme fluctuaient durement, du plus bas vers le plus haut. Il était connu pour être grincheux, voire carrément hostile avec les journalistes, jusqu'à sa rencontre avec sa future femme qui l'a complètement changé. Mais malgré cette dureté, il lui arrivait de se détendre en compagnie de Lisa. Avec Nico, ils ont même enregistré plusieurs heures de concerts/répètes dans l'appartement de Lisa et Richard. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'appartement de Lisa et de Richard était un véritable nid pour les artistes. John Lennon y a parlé pendant des heures, les New York Dolls, groupe préféré de Lisa, s'y posaient régulièrement pour boire le thé. Bref, si les murs pouvaient parler... On peut aussi parler de sa rencontre avec un jeune Michael Jackson de 11 ans, qui l'a complètement bouleversé. Elle fut sûre en quelques minutes que sa destinée était d'être le plus grand entertainer de sa génération. I was at his house that first afternoon, and I did call you that day, and I said this kid's going to be the greatest entertainer of his generation. He's going to be like Frank Sinatra. How did I know that? I think, first of all, we talked about stuff. He asked me more questions than I asked him. He was incredibly inquisitive, incredibly engaging, adorable. He was dancing for me, he was showing me James Brown steps. This was a kid who stood in the wings at the Apollo and studied Jackie Wilson, James Brown, and he just had a knowledge about music and such an interest in show business, even at that age, and the voice and everything. He was adorable, and I just had that feeling, and I was right. Ce qui est fascinant et réconfortant quand on s'intéresse à son travail, c'est de constater que son œil est précis, ouvert, mais aussi exigeant, dans le sens où elle n'a aucune peine à tirer sur MTV et ou Madonna en disant que le premier a tué la magie de la musique et que le deuxième est une diva sans aucun talent qui a été construite de toutes pièces sans même s'en rendre compte. I mean, she certainly had a great career without my approval, so it didn't, my distaste or my disinterest or anything for her has not hurt her, but I wouldn't listen to it at all. I wouldn't go see her. I think she's overrated. I think she's untalented, actually. I can't be very more blunt about it than that.
Mais à côté de ça, comme je le disais, elle trouve chez Kanye West une sensibilité importante et un talent incontestable. I said to John, I'd never met Kanye, and I said, isn't he an asshole? I mean, he sounds like that Jesus thing with the wings and all that. And I just thought he sounded ridiculous, and John said, no, he's a sweetheart, he's fabulous. And I got to know him really well. I just love his work, I love his music, and I know him sort of in a different light. And Bon, je crois qu'elle ne s'est pas exprimée sur lui depuis quelques années, peut-être que son avis a changé ou pas, je ne sais pas. Et bien sûr, comme je le disais, si vous voulez plus d'anecdotes sur Led Zepp, les Stones, Bowie, Kanye West, Eminem, Jay-Z et j'en passe des centaines, vous pouvez les retrouver dans son livre There Goes Gravity, qui est d'ailleurs une référence à un titre d'Eminem qu'elle apprécie beaucoup. Et forcément, en tant que femme, les connexions qu'elle a créées avec les plus grandes musiciennes et chanteuses de l'industrie sont d'autant plus fortes. Elle a passé énormément de temps avec quasiment toutes les stars femmes que vous pouvez imaginer. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Stevie Nicks, Adele, Beyoncé, Alicia Keys, Gwen Stefani, Yoko Ono, Johnny Mitchell, Tina Turner, Lady Gaga... J'en passe et des meilleurs. Et Rihanna faisait apparemment une fixette sur le fait d'être incapable d'aller faire ses courses. she said, I can't even go shopping because there's somebody in a store who will take my picture, you know, and I don't want to have to always put on makeup and, you know, get dressed up to go shopping in the supermarket, and I wish I could go shopping. And I said, really? It's a luxury. To me, it's a chore. You know, I would much rather have someone go shopping for my groceries. And Rihanna said, no, it's just something normal. I want to do something normal. And Adele told me she would put on a hat and sunglasses and go shopping at Bristol Farms. And Lady Gaga told me she would go to the supermarket and buy a melon. Adele s'est très vite confiée à Lisa quant au fait qu'elle souffrait de dépression postpartum. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une anxiété extrême, une sensibilité accrue pouvant aller jusqu'à des pensées autodestructrices après un accouchement. On peut aussi ressentir un désintérêt pour son nouveau-né, ou plutôt une grande difficulté à établir un lien fort avec le nourrisson. Bref, ce n'est pas du tout rigolo. Apparemment, Adele avait besoin d'en parler, et c'est à Lisa qu'elle s'est confiée. I did not bring it up. I didn't even know she had postpartum depression. She brought it up because it was clear to me that she wanted to talk about this. She had been waiting to talk about this, and she was waiting to talk about it with a woman journalist. And we were doing a cover story on her in Vanity Fair, and she just went sailing off talking about postpartum depression. And I said to her, well, did you ever take any medication for it? You know, we just had a normal conversation like you and I would have or any of my friends would have. On a fait une vidéo entière sur Lady Gaga, donc je ne suis pas étonné de ce que Lisa a à dire sur elle. Alors qu'elles se baladaient toutes les deux dans les rues de LA, Lady Gaga lui posait des tonnes de questions sur les artistes que Lisa avait interviewés durant sa carrière. Bowie évidemment, mais aussi Lennon, Freddie Mercury, etc. Le tout étant arrêté toutes les 2 secondes pour prendre des photos et signer des autographes. Ce que l'interprète de Bad Romance fit avec un grand plaisir pour chaque fan qui le demandait. Elle raconte aussi l'incroyable discipline presque inhumaine de Beyoncé, qui a passé l'immense partie de sa vie, de son enfance à sa vie d'adulte, à travailler. Régime constant, sport, répétition, sa vie était une séance de sport et de travail infini afin de réaliser tous ses projets comme elle l'entendait. Gwen Stefani lui a raconté que son mari se tapait la nounou. Lady Gaga s'est confiée quant au fait qu'elle avait beaucoup de mal à garder des relations dans cette carrière remplie de succès, mais du coup avec un emploi du temps plus que chargé. Elle possède aussi de nombreuses heures d'interviews avec Tina Turner, Johnny Mitchell, de grandes amies à elle. Et encore une fois, Lisa a écrit un bouquin, cette fois entièrement consacré aux grandes femmes du business, qui s'appelle Nobody Ever Asked Me About the Girls. J'ai fait beaucoup de prises. Nobody Ever Asked... Bref, je me suis vraiment pris d'affection pour l'histoire de cette femme de l'ombre, passionnée, pertinente, honnête, simple, mais terriblement différente. Son amour de l'autre, et plus précisément du talent de l'autre, en font une référence solide dans le monde du journalisme musical. Sa prise de recul, sa stabilité, son amabilité,
son esprit ouvert mais exigeant, en font une grande femme de l'industrie, dont il est pourtant difficile de trouver des images aujourd'hui. Ça me rend un peu triste, mais en même temps je suis heureux de l'avoir découvert et qu'elle ait une place dans mon humble armoire à connaissances rockiennes. Et s'il y a bien quelque chose que je retiens de ces recherches, et si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes d'accord avec moi, c'est l'importance de la curiosité. Lisa voulait en savoir plus. Elle considère la musique comme quelque chose qui doit avant tout être du plaisir, certes, mais elle veut savoir pourquoi elle aime ce qu'elle aime. Il est possible de garder une légèreté et une magie dans l'art que nous apprécions. Mais un certain Platon nous a avertis quant au fait de rester dans une ignorance dont nous n'avons même pas conscience. Lisa Robinson représente la curiosité, l'amour de l'art et de l'humain, mieux que personne. Et je pense que nous avons tous au moins une petite leçon à tirer de ses travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur l'intimité du rock.